La vengeance du chat assassin de Anne Fine. Ce n'est pas mon meilleur profil. C'est ça. Plongez-moi la tête dans un buisson de houx. Je lance à la mère d'Ellie un regard noir. Tout est de sa faute. Elle monopolise mon bout de canapé. Vous savez, celui au soleil, sur le coussin, tout doux, là où je m'installe pour regarder par la fenêtre. Juste en face, des oisillons qui quittent leur nid pour apprendre à voler. Miam miam. Donc, je lui lance un regard noir. C'est tout ce qu'elle mérite. Ce que je veux, c'est qu'elle se décale un peu, que je puisse faire la sieste. Nous les chats, nous avons besoin de faire la sieste. Si je ne fais pas la sieste, je suis de mauvais poil. Je suis juste là à la regarder, rien d'autre. Bon, d'accord. Je la regarde de travers. Mais elle ne voit rien. Elle est occupée à feuilleter les nouveaux programmes de l'Université du Savoir. « Qu'est-ce que je pourrais bien faire ?» demande-t-elle à Ellie. « Tu m'imagines dans quel cours? Arts plastiques? Musique? Les grands courants littéraires? Danse? Yoga? Est-ce qu'ils ont des cours pour apprendre à réparer sa vieille voiture? Demande le père d'Ellie. C'est ça que tu devrais faire. Il a raison. Leur voiture est une honte, une calamité. C'est un vieux taco qui roule dans un bruit de ferraille et qui vomit de la fumée. Et ils n'auront jamais, au grand jamais, assez d'argent pour en acheter une nouvelle. Le cours le plus adapté à la mère d'Ellie serait construire une nouvelle voiture à partir de rien. Mais je doute que l'Université du Savoir propose ce genre de cours. J'insiste avec mon regard noir sans aucune méchanceté, vous voyez. Non, juste pour qu'elle comprenne que je ne suis pas là pour le spectacle de sa beauté. Mes pattes me font mal. Elle lève les yeux de sa brochure et elle me voit. Oh, Tuffy, quel adorable petit minois grognon! Je suis comme vous, je n'aime pas les taquineries, je la fusille du regard. Bon, d'accord, je grogne un peu, et ensuite je crache. Et devinez la suite. Elle disparaît dans son sac, en sort précipitamment son appareil photo et elle me prend en photo. Pas sous mon meilleur profil, je suis obligé de le reconnaître. J'ai l'air un peu renfrogné, et je montre les dents, et mes griffes sont longues et pointues, et ma patte est tendue, prête à attraper un gros morceau de la jambe de quelqu'un qui doit abandonner mon bout de canapé ensoleillé. Non, c'est sûr, pas mon meilleur profil. Mais la photo lui plaît et lui donne une idée. Je sais, je vais suivre le cours d'art plastique, peinture et poterie. Ma première œuvre sera le portrait de Tuffy d'après cette photo. Je pense que ça va être charmant. Oh oui, absolument charmant, bien sûr. Charmant comme être traîné dans la boue. Oups!
Et la voilà partie. Elle est incroyable, cette femme. Elle fait rugir le tas de ferrailles garés devant leur maison. Elle roule, faisant un signe de la main, vers son premier cours d'art plastique. Et elle revient avec mon portrait. Je la regarde depuis mon bout de mur, bien au chaud, là où je réfléchis souvent. « Magnifique !» s'écrie la contractuelle pendant que la mère d'Élie extrait son tableau de la voiture. « Un vrai tigre !»« J'aime beaucoup, » dit M. Harris en remontant l'allée, « une superbe affiche du nouveau film d'horreur qui passe en ce moment au cinéma. »« Superbe !» ajoute le père d'Élie, « tu as saisi son expression à la perfection !» Élie ne dit rien. Je crois, si je suis vraiment honnête, que la peinture lui fait peur. La mère d'Élie cherche où elle va bien pouvoir mettre son tableau. Elle aurait dû me demander. Je lui aurais gentiment suggéré, et pourquoi pas directement dans la poubelle. Mais non. Elle inspecte le salon. Et pourquoi pas là? Je la fixe du regard. Oui, ça sera là. Ça sera parfait et tous les gens qui passeront à la maison pourront l'admirer. Ah oui, à leurs risques et périls. Et elle passe à l'action. Elle trouve un crochet et un clou et accroche le portrait de Tuffy juste au-dessus du canapé, là où tout le monde peut l'admirer. Et là où je pourrais l'atteindre, si je m'étire au maximum. Oups! Un coup de patte. Allez-y, coupez-moi les griffes. J'ai découpé le chat en morceaux. Par pitié, si quelqu'un a le droit de déchirer cet œil de chat peint, c'est moi. C'est un accident. La seule chose que j'ai faite, c'est donner un petit coup d'une de mes douces et gentilles pattes vers le tableau, juste pour me sentir mieux. Comment osez-vous dire que c'est de ma faute si mes griffes se sont accrochées à la toile? Accrochées et coincées. Personne ne peut me reprocher d'avoir essayé de libérer ma patte. Maintes et maintes fois, j'admets que la peinture ne ressemble plus à grand-chose, mais je me sens beaucoup mieux. Je m'installe sur mon bout de mur dehors et j'attends. L'explosion viendra bien assez tôt. Regarde-moi ce massacre! Mon portrait de Tuffy en lambeaux, partout sur le tapis. Non, pas que sur le tapis. Ce n'est pas un bout d'oreille, là, sur le buffet. Et là, un bout de queue accroché à la lampe. J'ai trouvé une patte sur le rebord de la fenêtre, pleurniche Élie. J'ai dispersé le portrait de Tuffy. Si quelqu'un a envie de suspendre à nouveau ce qui reste de ce tableau, il va devoir lui donner un nouveau nom. Peut-être après la bataille. Et devinez le nom du vainqueur. Élie ramasse le châssis et tout ce qui pend. Tuffy, me gronde-t-elle aussi durement qu'elle peut. Regarde ce que tu as fait du tout premier tableau de maman. Tu l'as massacré. Une tragédie? Je ne crois pas. Et si vous voulez mon avis, personne ne va pleurer sa disparition au musée des Beaux-Arts. La mère d'Élie sait faire rugir son épave assez longtemps
pour aller jusqu'à son cours d'art plastique. Mais elle ne sait pas peindre. Je peins mieux qu'elle avec mes pattes. Et la prochaine fois qu'elle laisse traîner une toile, chère, immaculée, blanche, je vais lui montrer. Ça oui, je vais lui montrer. Barre et beauté. Allez-y, passez-moi les moustaches à la chaux. J'ai fait une petite entaille sur sa précieuse nouvelle toile. J'étais pressé. Comment suis-je censé savoir qu'elle la laisse traîner là juste une minute le temps d'aller à la maison prendre ses pinceaux? Elle est là, en plein milieu du passage, toute belle, à plat, toute propre, blanche, nette, bon d'accord, immaculée, prête à servir, vous me direz. Vous pouvez me croire. Je n'avais rien prémédité quand j'ai trébuché sur le tube de peinture bleue, par erreur, avant de courir vers le portail en passant sur la toile. Et n'importe qui aurait été aussi maladroit que moi et aurait renversé le tube de peinture rouge en revenant au pas de course vers la poubelle pour humer cette bonne odeur de poisson. Comment osez-vous m'accuser? C'est ma patte qui a glissé sur le tube de peinture jaune au moment où j'essayais de frapper à toute volée un papillon qui passait par là. Comment imaginer que j'allais mettre des gouttelettes de peinture partout? Et vous ne pouvez pas me condamner parce que ma queue a donné un petit coup dans le tube de peinture verte avant d'aller se promener plusieurs fois sur la toile. Alors que moi j'étais très préoccupé par toutes ces éclaboussures. Coloré, j'ai pensé. Réjouissant. Frais et moderne. Madame l'artiste en devenir n'est pas du tout de mon avis. Une toile toute neuve, bonne à mettre à la poubelle. Regarde-moi ça, c'est du n'importe quoi. Et moi qui avais prévu de peindre un superbe coucher de soleil sur un lac face à un champ de boutons d'or. Élie prend ma défense. Tuffy n'a pas voulu être méchant. Il a juste vu la toile en premier. Je jette un coup d'œil à mon travail manuel. Élie a raison. Vous aimez les couchers de soleil? Regardez cette grande zébrure rouge. Vous voulez un lac? Là. Une tache bleue. Des boutons d'or? Des milliers de gouttelettes jaunes sur cette peinture. Un champ? Pas de problème, des tonnes de verre. Je lance à notre grande dame du pinceau un regard dédaigneux. Ce n'est pas du n'importe quoi. Voilà ce que mon regard lui explique. C'est de l'art. Et Élie le pense aussi. Elle n'ose plus rien dire jusqu'à ce que Madame Picasso monte dans son vieux taco pour partir à son cours. Mais, juste après, Élie dit à son père: « Je l'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut l'accrocher ?» En général, il a plus de tact. Mais il est toujours fâché que sa femme n'ait pas choisi ce cours « Comment réparer son vieux taco ?» Et il déteste le gaspillage. Alors il attrape le tableau et l'accroche au-dessus du canapé. Élie le regarde les mains croisées, émerveillé. Il faut lui reconnaître une qualité à cette fille. Elle peut être nouille, mais elle est loyale. Je vais le baptiser Bagarre et beauté, dit-elle. Je me retourne l'œil critique vers ma première œuvre d'art. Pas sûr pour beauté.
mais partant pour bagarre. Oui, j'aime la bagarre. Un soupçon de conseil. Madame, regarde ce que mes mains font comme par enchantement, revient dans l'après-midi avec 3 dégoûtantes mottes de boue séchées. Je ne vous raconte pas de blague, de gros morceaux de boue séchée. S'ils avaient été verts, on les aurait pris pour des crottes de nez géantes. Comme je n'avais plus de toile, nous explique-t-elle, glacial le regard qu'elle me jette, je préfère l'ignorer. J'ai fait poterie. Poterie? Patouille plutôt, si vous voulez l'avis du talentueux auteur de Bagarre et beauté. Je tends la patte pour caresser une des mottes. Accident! Elle éclate en 1000 morceaux avant même de cogner le sol. Tuffy, comment oses-tu? Tu commences par laisser des empreintes sur ma toute nouvelle toile, et maintenant tu casses un de mes jolis nouveaux pots. Jolis nouveaux pots, tu parles? Ils ne sont pas beaux. La glaise provient sûrement d'un vieux marécage. Elle range ses 2 pots à l'abri là-haut sur l'étagère. Je parie que Tuffy est incapable de grimper jusque-là pour les faire tomber. Un tout petit conseil. Ne jamais parier avec un chat. Cela m'a demandé un réel effort, ma forme physique n'est plus ce qu'elle était, mais finalement, j'ai trouvé un moyen de grimper sur cette étagère. Ces 2 pots sont encore plus laids que celui que je viens de faire tomber, accidentellement, vraiment horrible. Ils ont des grumeaux qui pendent par là, d'autres qui dégoulinent par ici. Il y en a même un avec une verrue en dessous. Donc, chaque fois que je lui donne un petit coup, il oscille dangereusement. Hé! Oh! J'aimerais pouvoir vous dire qu'il a volé en 1000 éclats. Ça sonnerait bien. Mais c'était de l'horrible camelote, il s'est seulement cassé en 2. Tant pis, ça me va. Au moins ces choses ne sont plus 2 à terre, 1 à éliminer. L'affreux pot de la petite dame. Dans cette maison, je ne suis pas le seul à détester ces affreux pots et à avoir envie de m'en débarrasser. Le lendemain matin, de mon pas nonchalant, j'arrive dans le salon à mon heure habituelle pour trouver le père d'Élie assis juste à côté de mon coin de canapé ensoleillé. Il a une lueur dans les yeux que je ne lui connais pas. Je mets un moment à comprendre qu'il est content de me voir. Bizarre, non? Il m'invite à venir le rejoindre. Viens là, mon petit chat. Mais on croit rêver. Viens là, mon petit chat. Cet homme n'a jamais recherché ma compagnie. Je ne me souviens pas d'heures heureuses allongées sur ses genoux à me faire caresser et dorloter. Non, je ne m'en souviens d'aucune. Il est évident qu'il cherche à obtenir quelque chose. Je jette un rapide coup d'œil à la pièce et voilà. Il a déplacé l'affreux pot de la petite dame sur la table basse. Ha ha! Voilà ce qu'il espère. Que je refasse ce que j'ai fait hier avec succès, un petit coup de patte, un petit « oups » et un pot fraîchement cassé en route pour la poubelle. J'avoue, je suis tenté
Il est moche, ce pot. Le monde se portera mieux sans lui. Pour être vraiment honnête, je pense que ce pot serait plus beau en 1000 morceaux sur le sol qu'en entier sur la table. Je suis un animal domestique serviable, toujours prêt quand on a besoin de moi. Je lance ma patte, prêt à agir, et là, il commet une grosse erreur. C'est bien, gentil petit. Gentil petit? Il me prend pour qui? Un stupide chien? Je le fixe lentement, les yeux plissés. S'il a un peu de jugeote, il va comprendre que ce regard signifie « Excuse-moi, lequel des deux a été dressé comme un chien? Est-ce que je suis du genre à faire ce que tu veux? Non, ce n'est pas mon genre. Est-ce que j'accours quand tu m'appelles? Non, je vis ma vie, je suis un chat. Toi, par contre, tu es très bien dressé. Si j'ai faim, il me suffit de tourner plusieurs fois autour de tes jambes, au point de te faire trébucher, et tu ouvres une boîte. Si j'ai envie de sortir, je me plante devant la porte, et je miaule comme si j'étais prêt à vomir, et tu es là en une seconde pour m'ouvrir. Lequel des deux devrait dire « gentil petit, mon pote » ? Oui, c'est ça, sûrement pas toi, moi. Il y a plusieurs façons de lui faire comprendre. Je décide de rester très évasif. Je le tiens sur des charbons ardents, je vais et je viens autour de la table basse. Quel hypocrite! En général, il me repousse vivement. Je frôle le pot un peu plus à chacun de mes passages, et parfois je tends la patte vers ce pot qu'il espère tant me voir casser. Je donne même un petit coup pour faire trembler ce maudit pot pour qu'il se renverse presque. Pas cette fois. « Allez, vas-y, me supplie-t-il, tu es suffisamment maladroit. » Maladroit? Les choses tournent au vinaigre. J'aurais pu lui dire « Pas une seule chose ne sera cassée dans cette maison, sauf si je décide de la casser. » Nous, les chats, nous sommes intelligents, nous sommes rusés, nous sommes miauleurs, mais nous ne sommes pas maladroits. Et là, il se trompe définitivement de texte, il essaie une nouvelle tactique. Allez, casse-le pour moi, s'il te plaît, mon gentil petit chat, mon gentil petit chat. Comment ose-t-il? Quel culot! Il est incroyable, cet homme. 5 ans de vie commune et il me traite de gentil. C'est une insulte. J'ai envie de le griffer. Je préfère prendre ma revanche. Je fais les gros yeux et je dresse tous mes poils. Je fais le coup du « Je viens juste de voir passer un fantôme ». Très joli coup. Et cerise sur le gâteau, je recule à 100 km/h sur la table basse, droit sur le joli plat en porcelaine qu'il aime tant, qui vole en éclats et qui jette à terre toutes les pièces qu'il garde là. Il ramasse toujours ses pièces quand on sonne à la porte. Monsieur Harris, notre voisin, et comme d'habitude, il vend des tickets de tombola. Désolé, dit le père d'Élie, comme à son habitude, malheureusement, je n'ai plus du tout de monnaie. Monsieur Harris regarde les pièces qui débordent des mains du père d'Élie. « Oh, ça ira, dit-il, toutes ces pièces suffiront pour un billet. Et le premier prix vaut vraiment le coup, surtout pour votre famille. C'est une belle voiture toute neuve. » Apparemment, nous les chats, nous ne sommes pas les seuls à en avoir assez de tousser pendant des heures chaque fois que la famille se met en route. Alors il ne reste plus qu'une chose à faire au père d'Élie, acheter un ticket ou passer pour un radin. Il est maintenant de très mauvaise humeur. Je trouve ça déplaisant d'avoir à la supporter. Nous, les chats, nous avons notre dignité. Je choisis de pousser cet affreux pot loin du bord de la table, je le déplace un peu, et encore un peu, et je le mets en sécurité, juste au milieu de la table, là où personne ne pourra le cogner ou le casser, même par erreur. Ensuite, je dresse ma queue fièrement, et je sors l'air digne. Et la souris. Nous ne jouons plus au chat et à la souris. Et devinez qui faisait la souris. Il remet l'affreux pot sur l'étagère pour que l'artiste en herbe ne se doute de rien. Mais s'il veut toujours que ce pot disparaisse, il souhaite garder les mains propres.
Monsieur, je suis blanc comme neige, et pouvoir jurer à la mère d'Élie que c'est moi qui l'ai cassé. Les semaines qui suivent, il essaie tout. Vous pouvez me croire, tout. Premièrement, il demande et il supplie. Vous voyez, ce genre de truc, mon petit chat, mon gentil petit chat, est-ce que tu es prêt à faire une toute petite chose pour moi? Bon, ma vieille grand-mère aurait dit « Passe-moi la bassine, je vais vomir, Alice ». Puis, il m'attrape, m'installe sur l'étagère et me pousse vers le pot. C'est ça. Il met sa main sur mon dos et essaie de me pousser. Il soigne encore les griffures récoltées cette fois-là. Ensuite, il enduit le pot de crème chantilly, espérant que la gourmandise me fera sauter sur l'étagère et lécher le pot si fort qu'il tombera de l'étagère. Qu'il est bête! De la crème sur l'étagère. Quel pied! Je fais des dérapages. Je lance des gouttes de crème partout. Il met des journées entières à se débarrasser de cette odeur aigre. Cette semaine, je passe beaucoup de temps dehors à chasser Grégory, notre petit voisin, hors de notre jardin. Chaque fois que le pauvre garçon passe notre grille, cramponné à un mot que lui a confié sa mère, je jaillis de derrière le buisson de houx, les quatre pattes en l'air comme si je venais me plaquer sur un mur invisible juste là, devant son visage. Grégory hurle, jette son bout de papier et se précipite chez lui. Je pousse le mot dans le buisson de houx, les preuves doivent disparaître, et je retourne dormir sur mon mur. Un jeu stupide, me direz-vous. Peut-être, mais ça m'amuse et ça fait passer le temps. J'attends que le père d'Élie ait fini de frotter le tapis pour se débarrasser de la mauvaise odeur qui règne dans le salon, et puis je reviens retrouver mon adversaire dans la guerre du pot affreux de la petite dame. Un adversaire chaque fois plus rusé. Il a caché une crevette bien fraîche dans la chose. Nous y voilà. Essaie de résister, Tuffy. Essaie de sortir cette crevette sans faire tomber le pot de l'étagère. Bon, j'hésite. S'il y a bien une chose que j'aime, c'est les crevettes. Mais après réflexion, je me dis que personne, pas même le père d'Élie, et son porte-monnaie en peau d'oursin, n'oserait acheter une seule crevette. Il doit y en avoir d'autres, quelque part. Une petite visite dans la cabane à outils et je trouve les autres, toujours dans leur sac, loin des regards de la mère d'Élie, prête pour le petit encas de luxe de monsieur. Les choses tournent à mon avantage. C'est moi qui les mange. Avant 6 heures ce soir. Alors que je rentre à la maison, Bella et Tiger m'appellent depuis le mur où ils regardent la mère d'Élie se garer. « La voiture de ta famille est une vraie calamité, dit Bella.
toute cette fumée, approuve Puskins. Tiger est encore plus sévère. On pourrait tous mourir étouffés. J'écoute encore ces jérémiades quand la mère d'Ellie surgit dans l'allée, accompagnée de son plus récent chef-d'œuvre. Et qu'est-ce que c'est que ça encore? Un tas de brindilles tricotées? C'est sa nouvelle œuvre d'art, suis-je tenu d'expliquer. Elle a abandonné la poterie pour les sculptures de jardin. Ces sales petits bouts de raffia vont traîner partout, râle Bella. Et elle appelle ça un drapeau, ce truc tout là-haut? Ou alors du papier toilette s'est trouvé coincé sur on ne sait pas quoi? La mère d'Ellie titube et la voiture crache encore de la fumée, mais elle n'y fait pas attention, elle fait signe à Ellie. « Viens voir mon nouveau chef-d'œuvre, je l'ai appelé Wigwam en été. » Ellie court vers elle en tapant des mains. « Oh, crie-t-elle, c'est adorable, c'est beau. Est-ce que moi aussi je pourrais avoir ma petite maison pour m'y installer et jouer à « Si j'étais » Tiger détourne le regard et Bella fait comme si elle n'avait pas entendu. Tout le monde a parfois honte de sa famille, c'est comme ça que tourne le monde. Mais Ellie dépasse les bornes, c'est la reine de la guimauve. Mais ce truc de m'y installer a donné une idée à Bella. Ce wigwam serait des petits coins pour chats formidables, une taille parfaite, de l'intimité, et ce drapeau permettrait d'indiquer si c'est occupé. « Et comment c'est occupé ?» ajoute Tiger. Il se tourne vers moi. « C'est ce qu'on appelle le symbolisme, m'explique-t-il. Je le sais parce qu'un membre de ma famille suit le cours sur les grands courants littéraires dans la même université. » Espérons qu'elle va déplacer le wigwam au milieu des fleurs, dit Puskins. Ce serait plus simple pour creuser un trou, après. Eh les gars, je joue les rabat-joie. Vous oubliez la pauvre Ellie. Elle ne va pas s'asseoir et jouer à « Si j'étais » dans des toilettes publiques. Notre petite dispute nous occupait encore quand la voiture, toujours fumante, a pris feu. Pimpon, pimpon, ce sera notre cri de ralliement pour notre ronde nocturne. Pour conclure, Bella a pris la parole. Quel dommage que le père d'Ellie ne retrouve pas son ticket de tombola, le ticket gagnant pour la voiture neuve. Qu'est-ce que tu dis? Elle se tourne vers moi. Tu n'es pas au courant? Le tirage au sort a eu lieu il y a quelques semaines. Selon le carnet à souche, le père d'Ellie a le ticket gagnant. Mais M. Harris dit que, selon le règlement, le gagnant doit se présenter avec son ticket pour remporter le prix. Avant 6 heures, précise Puskins. Ce soir, tapante, autrement la voiture ira au deuxième. Première nouvelle, dis-je, d'un ton gêné. Comment c'est possible? Tout le monde est au courant, et le père, et la mère d'Ellie aussi. Monsieur Harris a envoyé Grégory au moins une 12aine de fois avec un mot pour les prévenir. Je suis encore plus gêné. Je jette un coup d'œil coupable aux vieux papiers amassés sous le hou. Je ne peux m'empêcher de marmonner. Pauvre de moi, oh pauvre de moi. J'espère que le ticket n'est pas perdu, dit Puskins. Un ticket, c'est si petit, il est très facile de ne plus savoir où on l'a rangé dans une maison. Je fixe un nuage au-dessus de ma tête, sans pouvoir prononcer un mot. Autour de moi, ils soupirent tous. Notre vie aurait été plus douce si ta famille avait eu une nouvelle voiture, dit Bella. Ils auraient pu partir plus souvent en promenade, nous laissant un peu tout seuls. On ne dit rien, on repense au bon vieux temps, à nos courses dans le salon, aux coussins déchirés, aux stupides poissons rouges morts de peur. Bon, d'accord. Et ce n'est pas une blague. Je plonge la tête dans le buisson de houx, je dois aller très loin pour récupérer un papier pas trop déchiré. Bella est une chatte mouchetée et dodue, elle m'aide à défroisser le papier. Nous avons bien aimé cette heure de repos sur les dalles chaudes. Et puis je glisse le papier sous la porte de derrière. Et bien sûr, la mère d'Ellie le trouve. « Georges, on a gagné une voiture à la tombola. Il nous faut le ticket que tu as acheté au père de Grégory et la voiture est à nous. » Elle se précipite sur lui. « Où l'as-tu rangé, ce ticket, pour être sûr de ne pas le perdre ?»
Elle marque un temps d'arrêt. « Georges, tu sais où tu l'as rangé, n'est-ce pas ?» Élie et moi, on effectue un demi-tour pour nous retrouver face à lui. Il est vert. Cours, papa, cours. Bien sûr, ce pauvre homme n'en a aucune idée. Je les regarde mettre la maison à l'envers, retourner les coussins, soulever les tapis, vérifier toutes les enveloppes. L'horloge indique 6h moins le quart. Ils sont désespérés. Il doit bien être quelque part. Où l'as-tu mis? Fais un effort. Il s'arrache les cheveux et pleurniche. Je ne sais pas. La seule chose dont je me souvienne, c'est d'être dans cette pièce, le ticket à la main. Je lui donne pourtant des indications. Je fais des allers-retours sur l'étagère en ronronnant. Mais ils n'ont pas le temps d'y prêter attention. Pour en finir, 5 minutes avant l'heure limite, je suis obligé de faire ce qu'il essaie d'obtenir de moi depuis des semaines. Je n'ai pas choisi de le faire. Nous sommes bien d'accord. C'est un acte désintéressé, pour le bien de la communauté. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais préféré me casser une patte que de lui faire plaisir en cassant ce pot affreux. Mais nécessité fait loi. Je dresse la patte et je donne un coup sec et sûr. Il ne s'est pas brisé en 1000 morceaux sur le sol. Dommage. En plein vol, ce pot grossier s'est cassé en deux. Et de là tombe en premier une crevette, puis un petit ticket de tombola. Les morceaux du pot atterrissent sur le tapis. Pop, pop, pop. Mais que fait une crevette ici? Il n'a pas le temps de rougir, il ramasse vivement le ticket et se jette sur la porte. « Cours, papa, cours !» crie Élie. Une victoire juste et une issue heureuse. Ma bande m'a tout raconté après coup. Il n'a pas fait le tour, il a sauté par-dessus la clôture. Surprenant, un saut digne des Jeux Olympiques. Il a failli en avoir une attaque. Je suis déçu d'avoir manqué ce spectacle, mais j'étais trop occupé à recueillir les louanges d'Élie et ses câlins. Oh, Tuffy, tu es le chat le plus intelligent, le plus merveilleux du monde. C'est toi qui as trouvé le ticket, juste à temps. Et grâce à toi, nous avons une nouvelle voiture. Oh, je t'aime, Tuffy, je t'aime tant. Tu es mon gentil Mimi Tuffy. Ok, ça suffit. Je n'en peux plus de toute cette guimauve. Je la secoue un peu et je sors. J'ai besoin d'être seul. Je veux réfléchir à une ou deux choses sur mon mur. J'ai dû faire un énorme sacrifice. J'ai dû faire ce que le père d'Élie attendait de moi.
casser ce pot. Je déteste faire quoi que ce soit pour cet homme. Plutôt mourir que de lui faire plaisir. Mais c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Bella a raison. Maintenant, ils ont une nouvelle voiture. Ils vont sortir plus souvent. J'ai peut-être perdu une bataille, mais j'ai gagné le champ de bataille. C'est une défaite honorable, une victoire juste et une issue heureuse.